Messieurs, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui pour un webinaire exceptionnel et vous allez comprendre très vite pourquoi, François Tournasac d'Impléon et Pascal Marty d'Optimal Data Center, ODC. Bonjour. Euh, Merci à tous vous deux de nous rejoindre. Oui, je disais exceptionnel parce que d'une part, on va évoquer un sujet qui est un vrai sujet d'actualité qui tourne autour de tout ce qui touche au confinement, au refroidissement, etc. dans les data centers. Et on sait qu'on est aujourd'hui sur une démarche qui évolue fortement en la matière. Nous avons François qui est également le représentant donc d'OCP pour la France. Et François, merci de l'honneur que tu nous fais d'être présent avec nous pour parler d'OCP. Et avec Pascal, on va aussi parler de la relation entre un acteur français important du marché, qui est donc ODC, la relation avec l'OCP également, et l'accompagnement qui a lieu sur une success story que vous êtes en train de monter tous les deux, hein, autour donc finalement de l'avenir du refroidissement des data centers. Donc je le présente comme ça, c'est peut-être un peu ambitieux, mais je pense qu'il va se passer plein de choses. Et donc je vais commencer tout d'abord à chacun d'entre vous de vous présenter. Et j'allais dire honneur à l'âge, mais à ce moment-là, ça aurait été moi. Donc Pascal, ça te fait sourire. On va essayer de mettre un petit peu de dynamique et d'humour aussi à notre, euh, à notre webinaire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yves Montagne, je suis le fondateur et le rédacteur en chef de Data Center Magazine, ce média sur lequel on vous voit aujourd'hui, messieurs. Alors, je vais proposer à Pascal peut-être de commencer à se présenter, à nous raconter un petit peu, déjà de te présenter. euh, et puis ensuite, donc François se présentera et on rentrera un petit peu dans nos historiques. Mmh. Donc, Pascal. merci de nous donner cette occasion, en effet. Donc, je suis Pascal Marty. J'ai fondé et je dirige la société Optimal Data Center depuis 2008, avec un positionnement sur l'adressage de, on va dire, tous les sujets qui touchent au run et à l'exploitation du data center. Voilà. Tout à fait. François. Donc François Tournesac, moi j'ai créé une société qui s'appelle Impléon il y a 1 an et demi et on travaille notamment sur le data center et je suis représentant d'OCP pour la France. Mon background, moi j'ai passé beaucoup de temps sur l'Ethernet, donc chez 3Com, j'ai fondé une société Atrica, on avait 210 millions de dollars pour faire de l'Ethernet chez les opérateurs et puis j'ai travaillé sur l'IA, j'ai eu la chance de travailler aussi chez Zootacor qui est un des liquid players il y a environ 4 ans. Et du coup, en fait, je m'intéresse aujourd'hui beaucoup au changement de l'infrastructure du data center, telle qu'elle a été faite pour beaucoup de technologies, mais là, qui va être un tsunami. Tout à fait. Alors, je reviens vers toi, Pascal. Tu l'as rappelé, donc ODC a été créé en 2008. Et la particularité d'ODC, c'est de s'adresser à l'exploitation des data centers. Alors que la majorité des acteurs sont là pour parler de la construction et de l'équipement des Mmh. data centers. Et là, toi, tu es vraiment aux côtés des exploitants. Explique-nous. Mais en effet, d'ailleurs, c'est paradoxal. C'est sur ce paradoxe que l'entreprise, je l'ai créée parce que le paradoxe euh, m'est plutôt apparu comme un vide à l'époque, dans lequel j'ai essayé de faire du coup ma place. Ce paradoxe, c'est que, en effet, dans le cycle de vie d'un data center, comme tout bâtiment industriel de manière générale, le design and build, finalement, c'est le démarrage, la sortie de terre et la remise des clés. Et ensuite commence 80% de la vie du data center, c'est-à-dire le run, son exploitation. Et en effet, le paradoxe, c'est que la majorité des acteurs sont tous positionnés, sans exception, sur les projets neufs. Et hormis les mainteneurs et les bureaux d'études pour certaines phases de rétrofit, mais finalement, l'exploitant est assez vite tout seul devant ses réalités avec son carnet d'adresses et fournisseurs.
Voilà. À faire du mieux qu'il peut et avec une mixité de polyvalence, de compétences qu'il n'a pas forcément au départ, quelle que soit d'ailleurs la taille de l'acteur, hein, qu'il soit hébergeur ou a fortiori si c'est un acteur privé qui gère son propre data center. Il se trouve assez démuni pour gérer, et là je rejoins l'actualité qui nous occupe aujourd'hui dans ce webinaire, cette actualité qu'il met devant des challenges et des défis que François a qualifié à l'instant de tsunami. Mais il y a déjà eu des grosses vagues par le passé, notamment ce qu'on appelait l'efficacité énergétique, qui est toujours très d'actualité, mais tout simplement l'exploitation interlo avec la criticité permanente, l'élévation des niveaux d'exigence, l'arrivée de la haute densité, et puis surtout la coexistence de technologies hétérogènes. Cet exploitant se trouve finalement souvent un petit peu démuni dans la visibilité qu'il a de l'arrivée de nouvelles technologies qu'il doit mixer, tout en assurant sa continuité de service. Et donc, cet exploitant que j'ai très vite trouvé seul, en fait, livré un peu à lui-même, aidé par son mainteneur, la plupart du temps, mais pour des domaines assez bordés, on va dire, dans des contrats, mais le reste, faire évoluer ses infrastructures techniques, les moderniser, les optimiser, les sécuriser, bref, tous ces vocabulaires d'évolution sont finalement rarement intégrés dans l'exploitation. Et ça percute un autre phénomène, et je finirai là-dessus cette rapide présentation du positionnement de l'entreprise, ODC, c'est qu'une sorte de pyramide des âges qui s'est aussi effondrée. C'est-à-dire que jusqu'en 2020-2021, on avait, comme on disait, entre guillemets, les gens qui étaient nés avec le data center, les vieux de la vieille, qui savaient gérer du multilo. Et puis, le Covid a eu raison d'eux pour de très bonnes raisons, parce que se mettre au vert et profiter d'un plan de retraite, c'est sympa. Mais pendant ce temps-là, le data center, lui, il a perdu tout ce retour d'expérience et cette transmissibilité des opérations. Et en face de ça, le marché a pu mettre en effet des ingénieurs très capés, des bons chefs de projet, mais très verticalisés, très spécialisés, tantôt en élect, tantôt en clean, tantôt dans telle technologie. Mais finalement, ce qu'est l'exploitation, c'est jamais que la mixité sur un même plateau, de pouvoir fédérer tous ces lots techniques interdépendants les uns des autres. Et là, on a un vide aujourd'hui dans les salles informatiques, et plus que jamais, la fonction exploitation prend toute sa dimension par le fait que elle est un petit peu le parent pauvre, si je puis dire. Et j'essaie avec mon équipe et mes business models, on va dire, de pallier humblement, modestement, mais efficacement quand même à cette carence. Voilà, tout simplement pour le positionnement de l'entreprise. Merci Pascal. François, je vais me tourner vers toi. Je dirais même question, présenter Impléon, peut-être aussi en apportant cette vision complémentaire de l'association, de ce que Impléon va pouvoir apporter également à ODC. Oui, très bien. Donc, Impléon, en fait, on a créé cette société en faisant coordonner deux mots, simple et ouvert. Simple and open, c'est la notion d'Impléon. Et pour ce faire, en fait, on travaille vraiment autour du data center, dans son énergie, dans son bâtiment, dans son serveur. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une notion de durable et de décarbonisation. Donc, on va réutiliser finalement au maximum les énergies qui sont dépensées dans le data center pour les réutiliser. Et donc, de cette sorte-là, en fait, on s'intéresse à la fois à l'open source software, mais aussi à, bien sûr, hardware, qui est une partie majeure de l'intégration dans les data centers. Donc, pour ce faire, nous, on a finalement, on s'intéresse dans le data center à ce qui va se passer, c'est-à-dire cette évolution. Et on voit finalement un certain nombre d'éléments qu'on va plus élaborer pendant ce webinaire sur la densification, bien sûr, le rétrofit, le cooling. Et on va comprendre finalement que les racks ou même les tanks, ils vont apparaître, donc des nouveaux systèmes vont apparaître et ils vont
permettre de changer ça. Donc, nous, en fait, ce qu'on fait avec ODC, c'est qu'on l'amène ODC à se présenter avec sa technologie, sa compétence, ses usages, à s'intégrer en fait dans un monde qui est très très ouvert, qui s'appelle OCP, Open Compute Project, et d'intégrer en fait ces technologies, notamment le confinement, au niveau d'une marketplace, de façon à donner une visibilité à ce différenciateur d'ODC. Et nous, derrière, avec Impléon, on va le mettre en perspective, puisque notre spécialité, c'est vraiment la modélisation du TCO. Donc, qu'est-ce que finalement une nouvelle technologie, un apport va amener dans le data center et de lui donner une véritable le bout en bout, quoi. On parle beaucoup de bout en bout dans les télécoms, mais je pense que dans le data center, le bout en bout est clé, parce que c'est comme tout doit être prévu au préalable. Il va falloir voir si ce bout en bout, cette architecture, eh ben, elle va être modifiable. Et c'est là où je pense qu'ODC a toute cette compétence d'amener et d'accompagner les data centers vers une évolution de son système. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé en fait cette AMO vers AME, donc l'assistance à maîtrise en fait d'exploitation et non d'ouvrage, parce que c'est le thème qu'on va aborder. Et j'ai un peu soufflé le mot à Pascal, mais je pense que... volé mon scoop, c'est pas grave. Voilà, j'ai volé ton scoop. Oui, en effet, mais on va y venir. Peut-être juste, François, un petit rappel sur ce qu'est l'OCP. Il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas. Oui, donc OCP, en fait, c'est une organisation qui a été créée à l'époque par Facebook et rejointe très vite par OVH, mais dans lequel Microsoft, Google et Amazon évoluent énormément. C'est vraiment une notion hyperscaler, hein, c'est-à-dire de ces grands data centers mondiaux qui pénètrent le monde au fur et à mesure, de façon à donner des services cloud à la fois aux entreprises et des réseaux sociaux à l'ensemble de la population. En fait, ces énormes hyperscalers ont la force et la capacité finalement de faire graviter autour d'eux l'ensemble de ces écosystèmes, et ils font bâtir des écosystèmes qui leur permettent de trouver des solutions. Donc, ces solutions sont ouvertes, elles sont disponibles, elles sont libres. Et le fait de mettre les gens ensemble, de les faire collaborer, elles préparent l'évolution et elles accélèrent leurs adoptions. Donc, je pense que toute la notion d'accélération est très intéressante, puisqu'elle permet de déployer des data centers en un très bref temps aujourd'hui. Hein. On voit récemment Elon Musk qui a déployé des data centers avec des racks de 120 kW, c'est énorme. En moins d'un an. Hein. Le déploiement s'est fait en 100 jours. Donc ça c'est assez incroyable. Et je pense que c'est fait, c'est possible, parce que OCP existe. Pascal, oui. Ah, ouais, il y a toujours... Fais attention, à chaque fois que tu te déplaces, ça fait du son. Plus. Ok. Non, mais installe-toi comme tu veux, mais fais attention. Pascal, on y va. Oui. Pascal, François a un peu dévoilé le poteau rose, mais on en avait déjà parlé ensemble, hein, puisqu'on va rappeler qu'on a déjà fait une première vidéo sur ce sujet. Tu portes aujourd'hui une nouvelle approche, et ça me semble être quelque chose d'important, qui est celle de l'assistance à maîtrise d'exploitation. Alors, explique-nous. Oh ben, disons que l'acronyme en lui-même est plus un clin d'œil, en effet, pour que le marché ait un accès plus intuitif et mnémotechnique aux compétences et au positionnement qu'occupe l'entreprise ODC. Donc ce clin d'œil à l'AMO, historiquement bien connu, puisque c'est un maillon de la chaîne de valeur du mode projet et de quasiment tous les projets industriels, l'AMO étant celui qui murmure à l'oreille du client les bons conseils, mais d'un client souvent orienté, on l'a vu, hein, sur la conception du bâtiment et ou sa livraison neuf. Moi, mon métier, mon équipe, les référents sur lesquels je m'appuie, nous
nous murmurons plutôt à l'oreille de l'exploitant pour le faire tourner, ce site industriel, et éviter tous les déboires auxquels il peut être exposé. Comment on s'y est pris depuis le départ, et on n'a jamais varié la recette, puisqu'on ne faut pas changer une équipe qui gagne, c'est qu'en fait, je me suis appuyé très tôt sur un réseau, le réseau ODC, qui est une marque déposée aussi, qui fédère des référents métiers, des entreprises, toutes spécialisées historiquement sur les travaux d'évolution, de modernisation, de rétrofit, de tous les lots techniques complémentaires, transversaux, dans un data center en exploitation et en continuité de service. C'est ce qui les caractérise toutes. La chose que j'ai pu apporter en valeur ajoutée sur le marché, dans cette chaîne de valeur, c'est en effet de les réunir déjà sur un plateau transversal, et finalement de créer, c'est un petit peu prétentieux, mais ce n'est pas totalement faux, un pôle d'excellence reconnu comme tel, où tour à tour, des gens très spécialisés, avec beaucoup de retours d'expérience, peuvent agir pour opérer tous ces travaux, toutes ces évolutions et ces travaux de mutation, sous la forme aussi bien d'assistance technique, de diagnostic, de préconisation. Donc là, on est dans le rôle du médecin qui diagnostique le point de faiblesse, la maladie, dans l'anticipation, aussi bien que dans le curatif, pouvoir trouver du sur-mesure, des remèdes, des palliatifs, des solutions pour tirer de ce mauvais pas ou du point de faiblesse identifié dans n'importe quel lot technique, toute l'exploitation, et tirer donc toute l'équipe d'exploitation, l'exploitant lui-même, son mainteneur, les constructeurs vers le haut, vers justement l'aspiration de tous, c'est-à-dire une exploitation qui n'est plus subie en mode curatif, on attend la panne et on la répare, mais passer plutôt à un mode prédictif, préventif, prédictif. Voilà. Et ça, je n'ai pu le faire que parce que le réseau ODC s'est agrégé autour de l'idée que je porte depuis, et que j'ai la chance d'être bien entouré par ces personnes-là. Donc, c'est une douzaine d'entreprises, de référents, qui peuvent tous justifier de très, très longues années de service, et avec de très beaux succès, de très belles mutations de data centers. Au début, le concept s'appliquait à des data centers un petit peu anciens, mais en fait, on se rend compte, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la pyramide des âges qui frappe de plein fouet le métier d'exploitant, ben c'est que même sur des data centers récemment livrés, on a déjà, parce que les défis sont nouveaux, parce que les mutations sont de plus en plus fréquentes et régulières, on a de plus en plus besoin de ce type de conseils pour encadrer les équipes en place. Donc l'idée d'ODC, de cette assistance à maîtrise d'exploitation, n'est en aucun cas de nous substituer à l'exploitant, ni aux mainteneurs, ni aux gens qui sont parfaitement compétents et autour de la place, il n'y a pas d'histoire là-dessus, mais surtout d'amener comme un dopant, finalement, qui va amener de la veille concurrentielle, qui va amener le bon conseil, qui peut, dans la plupart des cas, être d'ailleurs complètement désintéressé, puisque le modèle économique, vous l'avez compris aussi au travers de cette entreprise ODC que je porte, c'est essentiellement de la prescription de compétences, mais je ne fais par exemple pas supporter à mes clients de masse salariale ou de coûts de structure importants, puisque je crée des task force sur mesure en fonction des problématiques rencontrées ou des accompagnements à dispenser. Et de ce fait, j'ai le total libre arbitre de pouvoir dire à un client qui fait éventuellement une bêtise ou qu'il est en train de surdimensionner un projet. Je suis tout à fait à l'aise pour avoir ce discours. Et c'est sans doute ce qui a plu et ce qui a permis à cette idée de faire son chemin pour devenir aujourd'hui quelque chose d'abouti, d'assumé, de revendiqué, qui est l'assistance à maîtrise d'exploitation. Tout à fait. Alors, je reviens vers François. On a évoqué en fait deux notions là, qui étaient au départ ce qu'on appelle le build, c'est-à-dire je construis mon data center, et puis après ça, le run, c'est-à-dire je l'exploite, et puis le besoin, et c'est ce que Pascal nous propose, le besoin d'être accompagné. François, dans le même temps, on est dans un domaine où les technologies ne cessent d'évoluer, de se transformer, et Impléon est un des acteurs, puisque vous travaillez dans les innovations. C'est un point aussi qui est essentiel. Et est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de cette évolution des technologies et de la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les exploitants
Parce que je crois qu'ils sont bien embêtés et tu vas nous expliquer pourquoi. Eh ben, la situation, elle a été anticipée, mais elle est toujours difficile à accepter, puisque finalement, on va faire un passage très fort de ce qu'on appelle le air cooling, hein, d'un système qui te déplacer des flux d'un côté froid vers un côté chaud, et donc ce qu'on appelle le hot and cold aisle, tout un système qui a été mis en place depuis des années avec des faux planchers, avec des compétences, etc. On va passer de ce air cooling, qui est un peu un système où on ouvre la fenêtre quand on met la clim à fond dans les bagnolles. Donc c'est un système qui n'est pas très écologique, à un liquid cooling. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est en fait assez simple, c'est que les chipsets, les CPU, les GPU qui sont donc maintenant fournis par notamment NVIDIA et évidemment Intel et AMD, ont des caractéristiques de chauffe qui sont plus importantes, ce qu'on appelle le TDP, hein, c'est-à-dire que ces caractéristiques, elles étaient historiquement à 100 watts et aujourd'hui, elles sont vers 1,2 kW et on annonce sur OCP, où on était ensemble avec Pascal, 6 kW. Donc en fait, on est en train d'intégrer dans des serveurs où on en met en gros au maximum 8, hein, donc, et dans un rack, on peut mettre une quarantaine de serveurs. Donc, on est en train de bâtir des usines à faire du chaud dans un endroit où on s'est battu pendant des années à ce que ce chaud soit manipulé pour ne pas créer ce qu'on appelle des hotspots. C'est-à-dire qu'en fait, toute zone très chaude dans un data center est un élément de risque pour les autres. Pas forcément pour lui, bon, bien sûr, peut-être pour lui, mais pour les autres aussi. Donc, en fait, il y a un système qui ne fonctionnera plus à partir du moment où on va prendre les nouveaux serveurs dans les environnements existants. Voilà. Donc ça va plus fonctionner. Donc il va falloir soit bâtir que des nouveaux data centers, mais bon là ça va coûter très cher et il faut trouver de l'espace, de l'énergie, etc. Donc ça c'est compliqué. Soit il va falloir faire ce qu'on appelle le rétrofit, donc il va falloir transformer, donc arrêter, refaire. Donc on va peut-être prendre la balle de béton, puis comme on est très pressé parce qu'on va aller vite, on va faire des data centers en bois. Microsoft l'a proposé au niveau d'OCP, mais il y a un acteur important allemand qui s'appelle Wooden Data Center qui l'a fait déjà en Finlande. Donc, ça c'est une autre solution. Soit on va spécialiser des endroits. Donc, il y a des gens qui font des containers ou des salles dédiées. On va faire, elles, évoluer en liquid cooling et on va, au fur et à mesure, déplacer. Mais pour faire la maintenance, ce qu'on va faire du confinement, parce que finalement, on va être obligé, pendant un certain laps de temps, de faire migrer ces environnements. Et cette migration, elle va notamment avoir pour objectif de monter en température l'ensemble des environnements existants refroidis par air au maximum. C'est-à-dire que jusqu'ici, dans une allée chaude, on avait tendance, le chaud, c'était une perception de 20 à 25 degrés, et bientôt, on va avoir une allée chaude à 30, 35. Bon, c'est beaucoup, hein, on le sent au niveau du corps. Donc, déjà, il faut se rendre compte qu'un data center, c'est beaucoup de bruit, parce qu'on y a rajouté énormément de ventilateurs. Donc, au niveau sonore, c'est difficile. Au niveau de température, c'est chaud. Et donc là, on va essayer de migrer tout ça vers ce qu'on appelle le liquid cooling. Hein, savoir qu'il y a un angle, les racks au-dessus de 30 kW, 35 kW, et on est obligé de les amener vers le liquid cooling. Donc toute cette migration, il va falloir faire des choix. Donc ODC est très, très, très bien positionné, parce qu'en fait, ODC, c'est une société qui, depuis sa création, a compris les contraintes existantes. Donc, ODC est tout à fait à même de dire comment accompagner ces data centers d'un endroit A vers un endroit B, et avec quelle phase pour pouvoir minimiser les interruptions de service et maximiser les gains, puisqu'on va continuer à exploiter finalement le data center. Comment tu réagis à ça, Pascal? Mais je ne peux qu'approuver, évidemment.
Non, mais je tiens, j'en profite à remercier François pour l'accompagnement qu'il a su me prodiguer. Au-delà du résultat qui a été de m'ouvrir les portes de on va dire, de cette communauté ouverte, c'est même inclus dans son nom, Open Compute Project, mais finalement très fermé pour une entreprise de la nature de la mienne, qui était jusqu'ici franco-française, spécialisée sur le run. Et non seulement il m'a permis de rentrer d'intégrer cette communauté en juillet dernier, donc à ce titre-là, un grand, grand merci pour son accompagnement, mais aussi il a su parler en mon nom pour faire comprendre à ses interlocuteurs qui n'avaient pas forcément capté cela, qu'il allait y avoir une période de transition qui allait être certaine et certainement assez longue entre les deux technologies, et qu'il allait falloir, pendant ce laps de temps, gérer de la mixité. La mixité, c'est l'hétérogénéité. Et l'hétérogénéité, entre guillemets, ça me connaît, puisque c'est ce que je gère dans les salles depuis toujours, depuis le début. Et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Mais il a fallu que entre guillemets, j'arrive à accrocher, moi, sur un certain nombre d'éléments de valeur ajoutée que nous avons avec nos équipes déployées, et en particulier, donc là on peut zoomer en effet sur cet échange sur les confinements. En fait, la grande force et originalité d'ODC sur ce registre du confinement, a fortiori dans l'accompagnement de la mixité maintenant des deux technologies air cooling et liquid cooling, c'est de ne pas avoir de construction propre, en fait. Moi, je ne suis pas un fabricant de rack, je ne travaille pas la tôle, ce n'est pas mon métier. Moi, je suis parti de l'exploitant. L'exploitant, il a eu, dans les 15 dernières années, depuis en gros que le modèle d'urbanisation s'est totalement maintenant imposé à l'eau chaude, à l'eau froide, parce que c'est du bon sens, et qu'en gros, on met des dalles perforées au milieu pour refroidir les deux côtés à la fois des deux faces avant des baies. Donc ça, c'est maintenant universellement reconnu, et qu'il a fallu donc coffrer ces équipements pour produire le moins de froid possible. Ça, c'est le constat de départ. Mais ensuite, il y a la réalité de ce qu'est l'exploitation et de ce que sont les gestes quotidiens autour de ce fameux sarcophage qu'il faut pour encapsuler des baies que constitue un confinement, qui n'est jamais qu'une contrainte supplémentaire pour l'exploitant. Et moi, je suis parti de ce constat. C'est-à-dire que je me suis dit, non, le confinement ne doit pas être une contrainte, mais doit être un allié. Ce n'est pas à l'exploitant d'adapter la taille de ses racks aux contraintes du confinement, mais c'est au confinement de suivre, d'épouser, d'accompagner les contraintes de l'exploitant. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je suis finalement parti d'une feuille blanche, puisque je n'avais pas d'usine, ni de plieuse, ni de tout ça. Et je suis parti d'autres composants qui étaient dans d'autres industries, mais que j'ai avec les équipes de l'époque en 2009, que nous avons sourcé, que nous avons comparé, que nous avons trituré dans tous les sens pour arriver à trouver en fait une sorte de mécano géant qui permettent surtout, non seulement tous les gestes d'exploitation possibles autour du confinement, tous les rétrofits et adaptations possibles, mais aussi la modularité en autonomie de l'exploitant, sans avoir sans arrêt à appeler ODC. Oui, mais attendez, là, je rentre une baie plus haute, plus basse, plus large, plus grande, plus dense, puis là, j'ai du brassage à l'arrière. Maintenant, je commence à avoir du brassage aussi à l'avant. Avec le liquid cooling, il faut que je fasse des arrivées élec ici. Là, j'ai un tap-off qui descend. Enfin bon, plus mes gaines à barre qui arrivent, plus tous mes chemins de câble que j'ai remontés du plancher au-dessus des baies, ce qui fait que maintenant j'en ai 3 étages, enfin bon bref. Et tout ça, quand on le met en fait dans une matrice d'aide à l'exploitation, on se rend compte que beaucoup de confinements constructeurs un peu monolithiques et un peu rigides, certainement très esthétiques, en fait avouent leurs limites. Et moi, c'est là-dessus que, sur juste ce champ-là, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui avec mon éligibilité auprès de l'Open Compute Project, c'est ce qui m'a permis d'élaborer, à force d'innovation, donc ce confinement très très proche de l'exploitant qui répond à,
je l'espère en tout cas, la majorité de ces contraintes au quotidien. Tout Voilà à un petit fait. peu le lien qui nous a unis avec François tout récemment. Oui, et en même temps, une association à trois, on peut dire ça, c'est-à-dire des technologies ouvertes qui sont apportées par l'Open Compute Project, un visionnaire pour aller plus loin et aller dans le sens du service qui est apporté aujourd'hui aux exploitants, donc à partir de l'innovation avec François, et puis un véritable service de proximité et d'accompagnement qui est proposé par ODC, donc Optimal Data Center, aux exploitants. On va revenir un petit peu sur les questions qui aujourd'hui sont celles qui se posent les exploitants. François, quelles sont les questions à se poser avant d'intégrer une infrastructure d'IA au sein de son data center? Bon, évidemment, c'est multiple, hein, donc on va pas, on va pas raisonner sur tout aujourd'hui, mais la première chose qui va se passer, c'est la densification. Donc, je pense qu'il faut en être très conscient. On va sortir des limites existantes, hein. Il faut savoir que dans un data center, aujourd'hui, on est limité à 5 kW jusqu'à 15 kW. Hein. Ça va dépendre des colos, hein, puisque c'est finalement aujourd'hui les gens qui viennent louer leur salle pour déployer de l'IA. C'est ce qu'on appelle du colocation. Donc, on va s'installer comme dans un hôtel et poser son rack. Et aujourd'hui, de façon à, comme je dis précédemment, de ne pas influencer les autres, il y a des limites. Donc, les limites vont tout d'un coup disparaître et ces limites vont faire qu'on va faire de la densification. Donc, aujourd'hui, on va se positionner avec des racks qui font 120 kW. Ça veut dire à la fois une énergie beaucoup plus importante, hein, puisque on multiplie par 10, et une chaleur beaucoup plus importante. Donc là, cette densification, il va falloir l'intégrer, la comprendre, la quantifier et faire l'ingénierie autour de cette densification. Ensuite, le point bloquant pour toutes les data centers, ça va être l'énergie, hein, puisque finalement, l'énergie, elle n'est pas infinie. On en a besoin de beaucoup et il faut signer rapidement avec les exploitants de façon à pouvoir la prévoir au bon moment, au bon endroit. Donc, cette énergie, même si on va réduire la consommation d'énergie en utilisant du liquid cooling, du fait de l'augmentation massive de l'IA, on va avoir une énergie qui va être déterminante pour l'installation d'un data center. Ensuite, il faut aussi se rendre compte que le serveur est vraiment clé, hein. Le serveur, c'est 80% de l'installation du coût d'un data center. Donc, les serveurs aujourd'hui dans l'IA, ce n'est pas un ordinateur à 1000, 2000 euros, hein. C'est 250 000 euros. Il peut y avoir 8 GPU, donc déjà, c'est du sur-mesure, les temps d'approvisionnement sont longs, souvent c'est fait à Taïwan, donc il faut comprendre tout cet écosystème qui est assez compliqué, définir quels sont les types de GPU dont on va avoir besoin par rapport aux applications. Et puis après, il va falloir définir le cooling. Donc là, il y a deux grandes lignées. Il y a soit ce qu'on appelle le cold plate, c'est-à-dire l'insertion sur le CPU et GPU d'une capsule qui va permettre de faire véhiculer un liquide qui, lui, va récupérer la chaleur, ou une immersion, ce qui veut dire qu'on va mettre ce qu'on appelle des grands bacs, des tanks, dans lesquels on va intégrer des serveurs à l'intérieur et qui seront baignés, un peu comme une friteuse, qui seront baignés par un liquide diélectrique, donc pas conducteur, qui permettra de faire diffuser, en fait, de récupérer la chaleur et de la faire diffuser vers le haut de ce tank. Donc, ces deux technologies, cold plate et immersion, sont un peu en concurrence aujourd'hui. L'une vient plutôt du monde High Performance Calculation, HPC. Hein, c'est tous les grands calculs qu'on fait pour les chercheurs. Et l'autre, l'immersion, qui vient du Bitcoin, hein, qui ont été développés pour des raisons de coût, avec des serveurs qui étaient de moins grande performance, mais à des moindres coûts. Donc, globalement, ces deux technologies sont en train d'arriver. Donc, le cooling, le liquid cooling, c'est important. Et puis après,
comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir faire le retrofit des data centers pour pouvoir prendre une décision si on garde juste la dalle de béton, si on garde l'ensemble, et comment est-ce qu'on va migrer pièce par pièce ou allée par allée. Bon, et ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser très tôt. Et puis après, il y a cette utilisation. Est-ce qu'on change de rack? Parce que finalement, jusqu'à aujourd'hui, on est sur des racks à 19 pouces et OCP propose depuis pas mal d'années son OCP rack. Il y a une version 3 qui existe et qui permettent en fait d'intégrer toutes ces évolutions technologiques. Donc, ce changement de taille de rack, même si ça n'a pas l'air très, très compliqué, en fait, finalement, c'est tout un ensemble de systèmes qu'il va falloir adapter, taille des serveurs, taille des racks, intégrer le liquid cooling, mettre une énergie différente, avoir un bus bar au fond qui va permettre de centraliser les énergies. Et puis cette densification. Donc je reviens un peu en arrière, mais en tout cas, tout ça, ça doit être pensé. Et c'est vrai que là, on a besoin finalement de ce qu'on appelle l'AMO qui va prendre ça. Et puis l'AME, lui, il va en fait faire en sorte que ce qu'a dit l'AMO, ça soit réalisable. Tout à fait. Ça, c'est une sacrée perche qui t'est tendue, Pascal. On va en profiter, mais malgré tout, vous étiez tous les deux récemment à l'OCP Summit qui a eu lieu en Irlande. Et Pascal, tu me disais ce qui t'a surpris et ce qui rejoint la perplexité et les interrogations des exploitants, c'est qu'on arrive à un niveau de complexité, ou peut-être pas de complexité, mais en tout cas à un niveau de mixité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est simple. On va prendre un exemple très concret. Le liquid cooling, il ne va pas partout. La partie serveur, elle est assimilée, mais pas forcément parce que ça va toucher les GPU, mais pas les CPU. Et puis, il va y avoir aussi toutes les infrastructures de réseau qui, elles, restent refroidies par air. Donc, c'est vraiment... Alors, moi, je voudrais me placer du côté de l'exploitant ou du DSI qui est confronté à ce problème, qui est ça. C'est si je veux faire de l'IA, il faut que je change tout. Ou alors, il faut que je trouve des gens qui sont compétents pour m'accompagner. C'est ça. Pascal. Et dans Optimal Data Center, il y a Optimal. Donc, Optimal, c'est-à-dire le mot d'ordre, l'ADN d'ODC depuis le premier jour, c'est d'optimiser les investissements autant que faire se peut. Bien avant que les soucis environnementaux fassent que le rétrofit est plus que jamais d'actualité, puisque c'est bon pour la planète de réutiliser des choses qui sont déjà en train de tourner plutôt que d'en refabriquer des nouvelles. Donc ça, c'est le b.a.-ba. Mais comment ODC utilise le mot optimal pour optimiser donc de l'existant, c'est en effet de prendre conscience, et je l'ai fait avec encore plus d'acuité à ce retour d'Irlande, là, il y a une dizaine de jours, puisque j'ai moi-même redécouvert que j'avais bien compris, comme les exploitants, que les deux technologies, on va résumer le liquid cooling ou l'immersion d'un côté et le air cooling, allaient devoir cohabiter, sauf dans des projets tout neufs où là, on va monter des box ou des modules tout faits d'IA. Bon, ceux-là, on va les mettre de côté pour l'échange. Parce que dans ce cas-là, on est en design and build, ça tourne tout de suite, c'est que de l'IA, il n'y a que du 120 kW, il y a 4B et ça fait le job. Moi, je vais parler de l'existant, c'est-à-dire de 99,9% des data centers déjà en exploitation et qui tournent. On ne va pas les jeter à la poubelle. Donc, je ne pense pas que les investisseurs apprécieront parce qu'ils sortent juste de terre. Donc, ceux-là, qu'est-ce qu'on met dedans? Oui, on va commencer à faire rentrer des baies de 40, 50, 60, 120 kW. J'ai même entendu en 2026 des projets à 500 kW à la baie. Je ne suis pas en train de délirer, je pèse mes mots, 500 kW à la baie. Comment faire coexister cela dans un environnement qui tourne déjà? Comment faire rentrer cette baie, cette unique baie ou ces deux baies dans une travée? Là, il y a un vrai enjeu parce que, au-delà de l'énergie qu'elle va elle-même et des ressources à mobiliser sur un point précis et focal d'une salle informatique qui n'a pas été conçue il y a même plus que 4 ou 5 ans pour ça,
il va falloir rentrer dans une phase de diagnostic de l'existant, d'étudier les dommages, entre guillemets, les dommages, on va être positif, les impacts, une étude d'impact multilo de l'arrivée de cela, l'arrivée d'un marronnier, en fait, hein, dans une salle qui n'était pas faite pour ça. Et ça veut dire, ça passe par plein de choses, au-delà d'arriver à ce que la gaine à barre ou autre supporte tout d'un coup l'arrivée de cette tension supplémentaire. Est-ce que la boîte de fusibles, entre guillemets, est-ce que la ressource capacitaire a été prévue en amont? Donc, identification de cela. Identification d'autres lots, comme par exemple la dissipation, justement, malgré tout calorifique, parce que ce que j'ai appris aussi, c'est que ce n'est pas d'un côté le liquide, de l'autre côté l'air cooling, c'est au sein même d'une baie à haute densité, il y a les deux. Il y a des composants qui sont irrigués par du liquide cooling, ceux qui font le calcul, mais au sein de la même baie, on a les composants, entre guillemets, traditionnels, même s'ils sont à très haute performance, qui, eux, sont air cooling, au sein même de la baie. Alors maintenant, si vous en alignez 4 ou 5, cette hétérogénéité, vous la remultipliez. Donc, la complexité pour l'exploitant, le casse-tête total. Donc, en effet, au-delà, nous, d'arriver et de dire étude d'impact multilo, donc là, évidemment, confinement, pas confinement, si confinement, confinement très, très, très sur mesure, là, pour le coup, parce que là où vous aviez prévu votre confinement à l'origine pour des baies, aller au grand maximum de 47 U, le standard est en train de se dessiner largement, je parle sous contrôle de François, sur de la 52 U minimum maintenant. Donc tout ça, c'est bien joli, mais les conséquences sur l'exploitation, j'y reviens, c'est quoi ? Est-ce que j'ai, moi, les équipements pour soulever à plus de 2,30 m des serveurs ou des composants qui pèsent très lourd? La sécurité de mes opérateurs, est-ce qu'elle est dans ces cas-là normée pour soulever des charges à cette hauteur-là? Combien doivent-ils être? Est-ce que j'ai les engins de manutention pour ça? Est-ce que mon plancher technique va supporter cette arrivée? Parce que cette densification et éventuellement toute cette tuyauterie, cette machinerie à envoyer de l'eau sous pression, mais ça pèse lourd, ça pèse très très lourd. Mon plancher technique va-t-il supporter? Bref, on ne va pas, lors de cet échange, évoquer tous les points, mais je peux vous dire que s'il y a vraiment une époque où la dimension d'assistance à maîtrise d'exploitation va prendre toute sa signification, c'est maintenant. Je déplorerais presque, sans faire de mauvaises provocations, qu'ODC n'ait que si peu de concurrents à s'intéresser à cela. Parce que moi, je suis comme tout le monde, je gère un planning avec des équipes et annoncer à des gens que je vais pouvoir éventuellement premier arrivé, premier servi, ne venir les voir que dans 6 mois, est-ce qu'il ne sera peut-être pas déjà trop tard? Donc voilà, on est plus en train de gérer chez ODC cette crise-là qui est quand même très positive pour nous, mais on ne s'en réjouit pas parce que derrière, il y a réellement des sortes de détresse, le mot est un peu fort, mais je vous dis, tellement de lacunes, de trous dans la raquette au niveau de l'exploitation et des personnels exploitants en salle et des gens qui assurent tout simplement la gouvernance de ces data centers, que c'est vrai que je pense qu'il est grandement temps que beaucoup d'acteurs s'intéressent de plus à l'exploitation. Voilà. Et je les accueillerai comme, bien sûr, ce sera des concurrents pour moi, mais ce sera tellement sain pour le marché parce qu'il y a une telle demande explosive, et pas qu'en France, que de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Tout à fait. François, ça soulève quand même un certain nombre de questions. Revenons un petit peu sur ce qui a été dit. Moi, je me souviens de l'an passé d'avoir publié au sein de DCMag un article qui expliquait qu'un opérateur américain projetait un campus à 1 gigawatt, ce qui était énorme, puisqu'on était jusqu'à présent, on était sur des 100 mégawatts maximum, quoi, ou 150. Et puis, avec de la puissance à la baie qui allait jusqu'à 350 kilowatts. Or là, Pascal vient de nous annoncer, et je pense, François, que tu peux nous le confirmer, puisque vous étiez tous les deux là-bas, du 500 kilowatts, voire rappelons que Google a annoncé une baie à 1 mégawatt. Ce qui est, alors, François, comment peut-on créer une infrastructure de liquid cooling dans ces conditions? Eh ben, ce dont on se rend compte, c'est que ça nécessite une sacrée infrastructure
de tuyauterie. Quand on voit les récentes vidéos de déploiement d'Elon Musk pour ces réseaux IA qui circulent sur le web, on voit des dimensions gigantesques de flux Bon, évidemment, on ne peut plus parler de plancher technique, parce qu'il faut que ça soit tout ça sur une dalle qui soit extrêmement solide, puisqu'on est dans des proies qui sont énormes. Alors, moi, ce que je pense ce qui est encore plus vertigineux, c'est la rapidité avec laquelle ça se fait, parce que finalement, on a des besoins en IA qui sont énormes. Donc, on sent qu'il y a des gens qui se positionnent, qui disent je fais du edge data center parce que je veux pouvoir faire juste la taille qu'il faut pour faire juste de l'IA. Mais en fait, la problématique, c'est certainement d'être capable de fabriquer et d'installer et de faire fonctionner dans des laps de temps qui sont courts, puisque on est quand même dans un monde où Taïwan et la France sont très très connectés, et les serveurs manufacturiers, ils étudient très précisément où vont être les prochaines commandes. Il y a un besoin important. C'est quand même les plus grosses constructions qu'on fait aujourd'hui mondialement. Il n'y a plus beaucoup d'usines de voitures qui sont. Les usines, les centrales nucléaires, on essaie d'en reconstruire, mais les data centers, c'est vraiment aujourd'hui des systèmes sophistiqués qui doivent prendre en compte donc, tous ces chiffres qu'on vient de citer. Quand on parle de 1 mégawatt dans un rack, c'est quand même assez vertigineux par rapport à 5 kilowatts d'où on vient. Donc, c'est vrai que ces chiffres sont vertigineux. Je pense que finalement, on a l'ingénierie et c'est là la finesse d'OCP, c'est d'avoir rassemblé tous ces industriels très pointus sur chacun des domaines qui amènent des innovations. On a travaillé avec Parker récemment en France, ex-Legris, sur les Quick Disconnect qui sont faits en polymère. Donc, on est en train d'enlever le métal, en train de travailler sur des liquides qui sont faits à base de maïs, de façon à ce qu'on puisse utiliser des liquides qu'on pourra par la suite jeter, parce que finalement, si on prend du glycol à base de pétrole, on ne sait pas très bien quoi en faire au bout de 5 ans ou 10 ans. Donc, il y a toutes les problématiques écologiques et de besoins qui se mettent les unes avec les autres, et les choix sont complexes, mais en fait, moi, je ne suis pas très inquiet parce que les compétences sont là et les besoins sont là. Donc, il y a un moment, on trouvera la mise en route. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir des gens qui ont de l'expérience et qui vont donner leur feu vert pour faire évoluer l'ensemble. Donc, ODC est très bien positionné pour faire évoluer ces data centers. Et moi, je trouve ça passionnant, en fait, de voir cette adaptation qui va se faire vite et qui va se faire parce qu'il y a un besoin. Quoi. Ça ne va pas s'arrêter. J'ai l'impression qu'il y a un point. Oui, Pascal? Non, je ne dis pas vraiment, ça ne va pas vraiment s'arrêter. Non. Non. Alors, je voulais juste faire part aux personnes qui nous regardent. Quand même, nous assistons à un retour d'expérience ici qui est extrêmement vertueux, rappelons-le. Et François l'évoquait, donc l'OCP évolue dans un monde ouvert, donc un monde open source, même de l'open source sur du matériel, ce qui est quand même une démarche qui est... Alors j'imagine que pour un acteur français, reconnu pour ses qualités, mais alors c'est pas un mais négatif, mais qui agit dans des domaines qui sont bien précis, qui sont des domaines de l'exploitation, donc qui sortent de domaines de conception, etc. Malgré tout, comment peut-on réagir pour intégrer ce monde d'open source, ce monde d'ouverture, et finalement, comment est-ce que tous les deux, vous avez pu vous accompagner pour ouvrir cette technologie, cette approche d'OCP, d'ODC, pardon, je veux dire, et en plus, les deux se mélangent un peu. Donc, d'Optimal Data Center, comment peut-on l'intégrer dans ce
nouveau paradigme qui est celui de l'open source, d'un environnement ouvert qui est traité principalement par les hyperscalers, on va le rappeler. Hein. Allez, qui veut commencer à répondre à cette question? Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, mais je pense que Pascal l'a bien dit tout à l'heure, c'est une adaptation par rapport aux besoins. C'est-à-dire qu'on sent bien que finalement, dans cette mise en place de confinement, de containment, comme on dit en anglais, il y a finalement une adaptation par rapport à l'existant. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il n'y avait pas une lutte énorme de technologie, parce que finalement, il faut s'adapter et il faut faire, quoi. Et donc, dans la mise en place, on a quand même été assez rapidement sur l'adoption d'ODC et dans le monde OCP, hein, je crois qu'on a fait une période, quoi. Ça a mis en gros en 3 mois, je pense qu'on a closé, mais bon, pendant 2 mois, on a vraiment été très efficace. Donc, c'était assez efficace d'avoir récupéré la technologie, de l'avoir communiqué aux experts, de voir qu'il y avait un besoin, parce que finalement, ils savaient très bien qu'ils avaient besoin d'accompagner en fait cette transition, et ensuite de le mettre sur le marketplace. Donc aujourd'hui, ODC, acteur français quand même, parce qu'on va pas se leurrer, c'est quand même pas une société qui a des déploiements dans le monde entier, ouvre son shop au monde entier. Hein. C'est ça là aussi l'excitation qui existe derrière cette ouverture, c'est de dire, ben voilà, maintenant tout le monde peut en profiter. Il n'y a pas de barrière. Quand on était à Dublin, il y a des gens qui sont venus vers Pascal et qui ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire en bois, voilà, pour que ce soit plus vert. Alors évidemment, bon, on se doute de qui sont ces gens-là, mais on sait, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est pris en compte maintenant par l'ensemble des acteurs qui font ces nouveaux data centers IA. Ils savent que ça existe. Et alors, je ne sais pas si Pascal croule sous les demandes, mais en tout cas, déjà, il a une grosse demande locale. Et en tout cas, j'ai trouvé que ça s'était fait facilement et pour le bénéfice de tous. Alors, Pascal, oui, changeant de paradigme. Et puis d'ailleurs, ça va me permettre de te poser la question. Tu vas passer à l'international maintenant? Ah En fait, déjà, je reviens sur les propos de François, parce que c'est jamais facile lorsqu'on passe une grosse partie de son temps sur les chantiers. On y donne beaucoup pour essayer d'élaborer un produit qui vraiment épouse trait pour trait ce que les exploitants nous disent. Donc, moi, j'ai vraiment attaché toujours beaucoup d'importance, et ainsi que nos équipes, à écouter et à être présent sur tous les chantiers sans exception. J'ai été présent, j'ai fait, j'ai entendu, écouté, et j'ai intégré autant que je pouvais. Après, il y a des limites techniques, etc. Mais on peut faire beaucoup de choses quand on prend le temps d'écouter. Et aujourd'hui, on arrive à un point d'innovation, de qualité, de perfectionnement et surtout de modularité qui a fait, et je suis particulièrement fier d'avoir obtenu ce résultat avec l'aide que m'a apporté l'équipe d'Impléon, d'avoir été en effet désigné comme le fournisseur référent pour les confinements au niveau de cette organisation mondiale qui est, avec l'actualité qu'on a évoquée durant cet échange, quand même, avec un mauvais accent, ce que j'appelle the place to be. Donc, merci encore, puisque ça m'a permis d'être au cœur. Par contre, il est évident aussi que quand on fait autant de sacrifices pour essayer de se distinguer pour des bonnes raisons avec le bon public, se dire, bah, tout d'un coup, j'ouvre ça, en fait, grosso modo, moi, mes innovations sont couvertes par des brevets, et le principe de l'open compute, c'est entre guillemets, de renoncer en l'apportant avec un autre niveau de visibilité, en mettant cette technologie à disposition. En fait, je me suis rendu compte en prenant un peu de recul et avec l'aide de personnes comme François qui ont pu m'ouvrir les yeux là en tant qu'entrepreneur, que déjà, en fait, et toi aussi, sur quelques échanges qu'on avait eus à l'époque, c'est qu'à partir du moment où une innovation
est reconnue de toute façon par son public comme étant exclusive et unique, elle se retrouvait déjà inscrite dans beaucoup de, même si elle était anonymisée, mais dans beaucoup de CCTP par défaut, de toute façon. C'est-à-dire que quand je lisais les CCTP, comme par hasard, c'était du ODC ou équivalent, ou alors des tournures un peu alambiquées pour montrer qu'en fait, on avait besoin des fonctionnalités d'accessibilité au chemin de câble, sans démontage des toitures, sans outils, modularité, etc. Tout ce qui fait la caractéristique de mes installations. Et puis après, il faut faire le pas de se dire, bah oui, je pars dans l'open compute, dans le monde de l'open source, dans le monde ouvert, pour être vu par ce public. Mais finalement, comme de toute façon, je commençais plus que à être ouvertement copié, et à la limite, c'est plutôt flatteur, eh bien, ça n'a pas été trop difficile de faire le pas, justement pour imposer d'une autre manière ODC comme étant légitimement, en ayant la légitime paternité. Pourquoi pas prendre l'original tant qu'on y est? Ben voilà, l'original se retrouve maintenant au centre de cette marketplace, et je suis plutôt fier d'avoir obtenu ce résultat-là, et cette visibilité que, bien sûr, les choses vont m'apporter. Alors, pour te répondre, l'international, doucement, le carnet de commandes est déjà plutôt bien garni pour la France, et je veux surtout pas faire décevoir. L'idée pour l'instant, c'était d'être placé, d'être reconnu comme tel. C'est le cas. Maintenant, on va en effet se donner les moyens de passer à l'étape supérieure, différente, avec des réorganisations, avec des moyens qu'on va pouvoir mettre pour satisfaire cette demande qui va évidemment bientôt être au rendez-vous. On s'y prépare en interne, en effet, pour te répondre. Très bien. Voilà. Merci Pascal. Avant de te renvoyer la balle, François, je voudrais juste te poser une question. Depuis le début, je n'osais pas te la poser, mais pourquoi s'appeler un pléon? Ah, bah un pléon, en fait, on a une notion, on a deux mots dans un seul, on a simple et ouvert, hein, et open. Donc, on a choisi ce mot avec mon collaborateur David, qui est basé à Nice. Et parce que finalement, on pense que le succès d'une technologie, d'une innovation, elle vient par à la fois sa simplicité et son ouverture, puisqu'elle elle va devenir pervasive. C'était le grand mot d'Eric Benhamou avec 3Com. C'était finalement cette adoption massive. Et c'est vrai que c'est toujours dans la technologie, en tout cas moi, dans mon parcours technologique, ce qui me fait me lever le matin et pousser, c'est que c'est global, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller s'intéresser à une technologie et la pousser juste là. On va l'ouvrir et on va en faire profiter l'ensemble. Messieurs, on arrive au terme de notre webinaire et je vous en remercie parce qu'on a évoqué plein de choses qui sont extrêmement importantes et j'espère qu'en particulier nos amis exploitants vont la regarder avec attention parce que ce qui se passe est important et difficile. Donc, difficile pour eux et pour nous tous, hein, parce qu'on est sur des ruptures technologiques, sur des avancées, justement, pour conclure, peut-être déjà, François, je vais te redonner la parole, peux-tu nous faire un peu de prospective en termes d'innovation, nous dire vers quoi on va avancer? Et Pascal, tu te prépares parce que je vais te demander la même chose, mais est-ce qu'on peut imaginer de l'innovation sur l'assistance à maîtrise d'exploitation? François. Alors, on va beaucoup travailler sur l'énergie, la diffusion de l'énergie et les notions de distribution énergétique dans les racks, dans les data centers. Ça va complètement se transformer parce qu'on va avoir des puissances beaucoup plus importantes par rack. Donc, on a vu cette notion de busbar. C'est d'ailleurs il y a une société américaine qui a gagné le prix de l'innovation sur ce sujet-là. Donc ça va être un grand sujet. Sur le liquid cooling, il y a toujours des innovations. Est-ce qu'on ne va pas aller vers de l'air? Parce que il y a des startups aujourd'hui qui influent de l'air. Nvidia s'intéresse beaucoup à ça à très haute vitesse pour pouvoir refroidir. Donc ça peut être même plus qu'un liquide, ça peut être de l'air. On a travaillé avec une société intéressante en France qui a permis de faire déplacer en fait plus rapidement
la, la chaleur en injectant des bulles dans l'immersion. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ça accélère. Moi, il y a un sujet qui me passionne, c'est évidemment la réutilisation. Donc comment est-ce qu'on va permettre de vendre une fois l'électricité et de l'utiliser 2 fois. Et ça, je trouve que c'est l'avenir de notre société, c'est de comprendre. Donc voilà, quoi, il y a des sujets d'innovation, il y en a dans tous les... Bon, il y a l'Ethernet aussi qui va vers les 1,6 terabytes, donc ça me passionne toujours. Et ensuite, on est en train de faire des transceivers dans les switches. Donc ça, c'est passionnant de voir Broadcom s'intégrer à des transceivers. On a vu ça sur OCP. Bon, les serveurs, évidemment, c'est la densification, c'est NVIDIA avec ces nouveaux chipsets qui sont toujours plus performants. Donc, de l'innovation, il y en a beaucoup. Il y a des Français qui font des processeurs, Cipol qui était là, il y a Criteo qui était là, il y avait OVH, évidemment. Donc, en fait, tout était un peu innovation et l'innovation globale aujourd'hui pour la France et je dirais l'Europe, c'est d'y aller, quoi. C'est juste de dire on peut le faire. Et ça, c'est déjà une très, très belle innovation. C'est de se dire bah, pourquoi pas nous, parce qu'on ne va pas peut-être éternellement laisser nos datas à l'ensemble du monde entier. Pascal, j'aimerais peut-être que tu nous dises que l'innovation va aller se nicher dans des domaines qu'on n'imagine pas finalement et qui sont tes domaines à toi, ceux de l'exploitation. Mais voilà, à partir du moment où voilà, cette assistance à la maîtrise d'exploitation que je revendique et sur laquelle je suis le seul à me positionner pour l'instant, c'est l'avenir de cela. C'est quoi? C'est d'abord de la praticité, c'est-à-dire que faire une fois, on a parlé tout à l'heure de comment aider l'exploitant à gérer la mixité, mais au-delà de ça, c'est de dire, une fois qu'on a réussi à faire rentrer des ronds dans des carrés, on va dire, bah là aussi, tout bêtement, qu'est-ce qu'on va mettre à disposition de l'exploitant pour effectuer la manutention, les gestes quotidiens? Il faut qu'il réapprenne tous ces gestes, en fait, qui vont être conditionnés plus haut, plus grand, plus loin, plus fort. Il va falloir... Donc nous, on adresse par exemple en ce moment des veilles technologiques sur tous les dispositifs de manutention, chariots porte-serveurs de très grande hauteur, tout ce qui est aussi par exemple des chariots égoutteurs pour l'immersion. Enfin voilà, les innovations vont bien évidemment suivre dans l'assistance à maîtrise d'exploitation l'exploitant dans son parcours. Et puis sur les prestations à valeur ajoutée, les missions, je dirais presque, je vais refaire un clin d'œil en termes plutôt de jeu de mots, mais on connaît l'aide médicale d'État, l'AME. Là, il s'agit d'apporter une aide médicale à l'exploitant. Comment? Tout simplement en mettant, pourquoi pas, à sa disposition demain des référents au décès, mais à demeure, c'est-à-dire sur des missions longues, ou participer à des comités de pilotage, par exemple, de manière permanente aux côtés de l'exploitant et des équipes, pour amener toujours ce regard extérieur, ce recul, cet échange d'expérience. Tout cela, cet avenir, ces innovations, je peux aussi le puiser dans un autre vivier que maintenant on connaît bien avec Yves, qui est le Club OPEX. Le Club OPEX, c'est aussi la mutualisation, et ça, c'est la voie de l'avenir, puisque on a vu dans cet entretien, j'ai essayé de montrer, d'alerter sur un creux de la pyramide des âges des exploitants et de déficit un peu on va dire que les rangs sont un peu plus clairsemés dans les compétences, mais quoi de mieux que l'agrégat des forces de plusieurs exploitants quand ils veulent unir leurs expériences. Et c'est tout l'objet de ce club que j'ai le plaisir d'animer, où, au-delà d'essayer de se rendre service pour se tirer de mauvais pas au quotidien sur l'existant, mais il y a l'existant de demain. Et plus ça va, plus les questions vont avoir besoin d'être partagées, mutualisées.
sans attendre qu'il y ait un think tank qui se développe ou un autre groupe de travail. C'est au quotidien. Chers collègues, aidez-moi, je suis face à cette situation. On m'a parlé maintenant de Genabar qui sont elles-mêmes refroidies en liquide cooling. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi, etc. Donc, toutes ces questions, c'est ça l'innovation quand on adresse l'exploitation. C'est aussi le partage de vécu, d'expérience. Et puis enfin, un des axes d'innovation, c'est que ODC va lancer dans quelques mois une prestation un peu sur étagère qui s'appellera le scan d'essai, qui consistera justement sous un prisme, par exemple, d'une évolution majeure, par exemple faire rentrer de la DLC dans un data center qui n'était pas fait pour ça, eh bien, de pouvoir missionner comme ça un référent qui va diagnostiquer la capacité, donc en scannant tous les lots techniques du data center existant, en scannant sa capacité à accueillir cela et éventuellement adresser une roadmap et des priorités dans la manière de le faire. Ce scan d'essai pourra d'ailleurs être répliqué, par exemple, tous les ans ou tous les 2 ans, un peu comme l'équivalent du contrôle technique automobile. C'est-à-dire que je soumets régulièrement mon data center à un scan d'essai pour voir si tout va bien et si j'ai pu améliorer les choses qui étaient prévues et m'engager dans un cercle vertueux. Finalement, un complément très opérationnel aux normes ISO 50000, 14000 et autres de ce genre, mais très opérationnel et très orienté, une fois encore, exploitation. Donc voilà, les axes d'innovation ne manquent pas concernant l'exploitation, mais le premier axe d'innovation, c'est déjà d'imposer maintenant l'AME et d'imposer l'exploitation pour la remettre au cœur du sujet, au cœur des débats. Il faut les faire tourner, ces data centers. Voilà. Merci. La petite musique qui n'était pas attendue, mais merci à tous les deux. On a passé un moment important, je pense, parce qu'on s'est dit un certain nombre de vérités et on a regardé la réalité de l'évolution de nos data centers et de leur exploitation. Merci messieurs, merci François et merci Pascal. Grâce à la pertinence de tes questions. À bientôt. Merci. Allez, merci. Merci à vous.